Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau JT du grenier. Eh bien écoutez, comme vous pouvez le constater, cette semaine, il y a quelques menus changements. D'abord, je ne suis plus debout devant l'écran que vous voyez derrière moi, mais assis dans mon fauteuil avec normalement la possibilité de vous parler comme je suis en train de le faire, mais également de partager avec vous les diapositives en me mettant comme ça dans le petit coin de l'écran. Et donc, normalement, si tout fonctionne bien et si j'ai bien compris comment tout cela marchait, eh bien, figurez-vous que nous allons pouvoir procéder autrement. Vous étiez très nombreux à me demander, eh bien, tout simplement de pouvoir voir en plus gros. Donc, je pense qu'avec cette méthode-là et cette technologie-là, ça devrait répondre aux besoins et à la commande. Et cette semaine, et donc vous me direz dans les commentaires si vous préférez cette version du JT ou si vous préférez l'ancienne version du JT. Ce sera à vous de voter en bas dans les commentaires en me disant quel est votre avis. Je ne peux pas répondre à tout évidemment. Je ne réponds hélas rarement à tout, mais en tout cas avec ma femme nous essayons de lire à chaque fois ce que les gens nous disent, puisque le but du jeu c'est quand même de vous faire plaisir et de vous apporter un travail qui vous plaise, qui vous convienne. Et voilà, c'est ça le but du jeu de ces petites vidéos. Cette semaine, je voulais vous parler de la clé pour comprendre, et la clé pour comprendre, une des clés pour comprendre la crise actuelle, elle nous est donnée par la stratégie de Warren Buffett. Pourquoi par la stratégie de Warren Buffett? Eh bien parce que Warren Buffett, vous allez le voir, son fonds a perdu de l'argent, je vous en avais un tout petit peu parlé la semaine dernière, mais surtout, ce qu'il se passe, c'est qu'il a considérablement augmenté ses réserves de cash, et donc nous allons voir un petit peu ensemble tout ce que cela peut signifier. Alors, Warren Buffett, et avant qu'on parle de lui et de sa stratégie, on va revenir sur la situation actuelle d'abord aux États-Unis et puis évidemment plus en Europe. On va essayer de comprendre, en tout cas se jeter quelques pistes de réflexion sur ce qu'il se passe aux États-Unis, sur ce qu'il se passe en Europe. Comme vous l'imaginez, l'information est extrêmement vaste, elle est extrêmement riche, donc je prends quelques éléments sur lesquels je vous propose qu'on travaille ensemble cette semaine. Évidemment pas tous les éléments, tous les paramètres économiques actuels, qu'ils soient aux États-Unis, ou sur le continent nord-américain, ou que ce soit évidemment en Europe, mais en tout cas ce qui me semble le plus signifiant cette semaine, et ce que je vous propose d'avoir en tête et de partager comme élément de réflexion avec vous. Alors, regardez ce graphique, il est très intéressant. C'est quoi comme graphique? C'est le Dow Jones. Voilà, donc c'est le Dow Jones Industrial Average. Vous avez la définition ici, Dow Jones Industrial Average. Et donc, vous voyez ici, donc c'est sur un an, là, le graphique que vous avez, il est sur un an. Vous voyez ici le point haut, on n'était pas loin des 30 000 points. Et puis, bien, on s'effondre avec, au mois de mars, fin février, début mars, on s'effondre avec cette crise du coronavirus. Et comme vous pouvez le voir ici, on atteint un point bas en dessous de 20 000 points. Donc, vous voyez un petit peu la violence de la chute. Et puis là, vous voyez également l'importance de la remontée. Et depuis que c'est remonté, regardez, les cours, regardez cette petite ligne rouge que je vous ai mise sur ce graphique, et regardez ici les cours depuis quasiment tout le mois, presque les 3/4 du mois d'avril et début mai, donc on va dire que ça fait à peu près un mois, et regardez depuis un mois, les cours évoluent sensiblement autour de cette ligne pivot, et cette ligne, c'est pas une ligne que je vous prends au hasard. Cette ligne, c'est ce qu'on appelle le retracement haussier, en fait. Vous avez une baisse de 100 points et vous avez une remontée de 50 points. C'est ce qu'on appelle un retracement haussier de la moitié de la baisse. C'est un indicateur technique, il me semble que je vous en avais parlé, ou si je vous en avais pas parlé dans une vidéo, j'en avais parlé à mes abonnés à la lettre stratégie, mais nous sommes dans ce qu'on appelle un retracement haussier, c'est une figure graphique qui est extrêmement connue, qui est un grand classique, et vous voyez bien que là, aujourd'hui, eh bien, on est tout simplement sur ces niveaux-là, et on ne les quitte pas. Alors, on prend 2-3% au-dessus, 2-3% en dessous, mais on ne les quitte pas. Et pourquoi on ne quitte pas ce niveau, cette ligne?
Eh bien, tout simplement parce qu'on est attentiste. On attend, les marchés, ils attendent. Ils attendent de savoir quoi? Ils attendent de savoir si ça va être définitivement la fin de la crise, et auquel cas ils vont partir exploser à la hausse et retourner vers leur plus haut historique. Soit ils attendent de voir que la crise n'est pas terminée, et si elle n'est pas terminée, eh bien évidemment, ils vont entamer une deuxième jambe baissière, c'est comme ça qu'on appelle cela. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette diapo. Parce que c'est pas le seul élément. L'autre élément qui est très important, c'est le chômage américain. Là, je vais vous parler du chômage américain, mais en gros, c'est presque 15% de chômeurs aux États-Unis, et c'est le taux le plus élevé depuis la crise économique de 1929. Donc vous voyez un petit peu ce que ça représente, si vous voulez, en termes de record historique, ou ce à quoi ça nous renvoie. Donc là, si vous voyez, c'est un article du Monde. Et le Monde, le chômage atteint 14,7% aux États-Unis, son plus haut niveau depuis les années 30. Donc vous avez 33 millions et demi de nouveaux chômeurs en 7 semaines, c'est-à-dire même pas tout à fait les 2 derniers mois. Un taux de chômage de 14,7%, donc évidemment un taux de chômage, on va dire globalement de 15%, et des marchés qui anticipent une baisse de ce chômage avec la réouverture progressive et le déconfinement. Et c'est parce que les marchés anticipent ça, hein, ils anticipent cette réouverture des États, des différents États américains, et donc le déconfinement aux États-Unis, c'est parce qu'ils anticipent ça que justement vous êtes sur cette espèce de ligne médiane par rapport à la baisse et à la hausse que nous avons connue sur les marchés, et donc cette position-là, elle est vraiment pas liée au hasard, c'est vraiment la position attentiste pour savoir où est-ce qu'on va basculer. Est-ce qu'on va basculer définitivement du côté de la crise ou définitivement du côté de la reprise? Et la question pour les marchés, très clairement, elle est, au moment où on parle, elle n'est pas tranchée. La situation toujours actuelle aux États-Unis avec ici ce qu'on appelle les claims, donc c'est les demandes les inscriptions au chômage, et donc vous voyez ici, là, alors ça c'est depuis 2008 jusqu'à 2020, vous voyez un petit peu cette pique absolument, donc même en 2008, hein, quand vous avez eu ce qu'ils appellent ici la grande récession liée à la crise des subprimes, vous voyez hausse hebdomadaire du chômage, c'était relativement, en fait, elles étaient extrêmement faibles par rapport à ce que vous avez aujourd'hui avec le coronavirus, et quand vous zoomez, ça donne ici, là, voilà. Donc ça, là, cette partie-là, là, ici, du graphique, en fait, c'est le zoom avec une autre échelle de cet immense pic statistique qu'on voit pas très bien, mais ce que vous voyez bien ici quand ça zoome, ben, vous voyez bien que la deuxième semaine a été la pire, la troisième semaine c'était un peu moins pire, et puis vous voyez bien que chaque semaine, les demandes diminuent un peu, et la deuxième, ce qui est donné en première semaine de mai, eh bien vous voyez que c'est finalement l'équivalent de la première semaine de chômage de crise, donc c'est plutôt en train de s'améliorer dans le pire, c'est-à-dire que pour parler le Christine Lagarde, c'est la baisse de la hausse de l'augmentation des nouveaux chômeurs, je vous l'ai marqué là, mais évidemment cela monte quand même, hein, et ça monte très très fortement. Aujourd'hui vous avez globalement un Américain sur deux, pas loin, taux de participation de la population active est de 62%, donc vous avez 62% des Américains en âge de travailler qui travaillent, contre 48% qui ne font rien. Donc vous voyez, c'est quand même pas rien, évidemment. C'est un taux de chômage et de participation qui n'a jamais été vu dans ces proportions-là. Et la situation actuelle aux États-Unis, eh bien, c'est aussi que, par exemple, Google et Facebook optent pour le travail jusqu'en 2021. Pourquoi je vous extrais cette information? C'est tout simplement pour vous dire, et pourtant, ça pourrait durer. Hein, donc là encore une fois, si sur les marchés on est attentiste, si sur les marchés on évolue sur ce retracement haussier de 50% de la baisse initiale, c'est parce que les marchés n'ont pas encore décidé, n'ont pas encore la visibilité pour savoir si on est dans des effets MTR, souvenez-vous, hein, pour des effets maîtrisables, temporaires et réversibles. Or,
pour le moment, et plus le temps avance, plus on peut estimer que ça sera de moins en moins maîtrisable, de moins en moins temporaire et de moins en moins réversible. Je pense notamment à un certain nombre d'éléments sur la mondialisation. Ça va être irréversible, c'est-à-dire que il y a certains modèles économiques qu'on produit là-bas en Chine à vraiment pas cher pour vendre ici en Occident à vraiment très cher et en papaouter une marge en offshore et en mettant les bénéfices, en les planquant aux îles Caïmans. C'est le modèle économique d'Apple pendant des années. Pendant des années, Apple a fait produire en Chine, a vendu aux États-Unis, est allé planquer ses 200 ou 300 milliards de dollars de bénéfices non distribués dans des paradis fiscaux, aux Bahamas, aux îles Caïmans, etc. Il a fallu une loi d'amnistie fiscale passée par Donald Trump pour que Apple, par exemple, rapatrie un certain nombre de milliards de dollars aux États-Unis. Ce qui a été fait d'ailleurs, et la loi et le rapatriement d'un certain nombre de réserves financières. C'est très intéressant, encore une fois, que Google vous dise, bah voilà, le télétravail, ça va durer jusqu'en 2021. Il n'est pas évident aujourd'hui que certains grands acteurs, certaines grandes entreprises anticipent que ce soit extrêmement temporaire. Certains commencent même à anticiper de plus en plus que ce soit une crise qui soit profondément durable, tant que nous n'ayons pas encore une fois trouvé ces marqueurs de fin de crise dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, et qu'il faut absolument, à mon sens, avoir en tête, à savoir une prophylaxie, c'est-à-dire un traitement qui fonctionne. Encore une fois, 2 comprimés matin, midi et soir, enfin ça fait 3, donc 3 comprimés matin, midi et soir pendant une semaine, et puis tout le monde va bien, et il n'y a absolument aucun risque d'hospitalisation, de pneumonie grave, ou ce genre de choses, et ça renvoie le coronavirus à un simple rhume, et je dirais même pas une grippette. Vous avez évidemment le vaccin, encore une fois, il ne s'agit pas de savoir s'il y a une puce, une micropuce, pas une micropuce, juste je vous dis que s'il y a un vaccin qui marche et qui est pas nocif, c'est un marqueur de fin de crise. Vous avez la disparition du virus, bien évidemment, pour des raisons qu'on ne maîtrise pas, mais on va dire, allez, c'est l'été, le virus attrape chaud, il fait une insolation, il disparaît, point, fin de l'histoire, fin de l'épidémie. Et puis le quatrième marqueur de fin de crise, ce serait par exemple le fait d'avoir une immunité de groupe, parce que tout le monde aurait été infecté. Vous avez que, enfin en tout cas 60%, 70%, enfin le seuil qui va bien et qu'il faut bien. Vous avez que 4 marqueurs de sortie de fin de crise. Pour le moment, vous ne les avez pas, nous ne les avons pas, nous ne les voyons pas, et donc tant que nous n'en voyons pas un, eh bien il y a tout à parier que les effets ne seront ni temporaires, ni maîtrisables, ni réversibles, et donc les marchés, ils attendent d'avoir un petit peu plus de visibilité pour savoir de quel côté ils vont évidemment pencher, et c'est en tout cas quand on voit Google et Facebook qui disent télétravail jusqu'en 2021, on peut nourrir quelques doutes justement sur le fait que ce soit vraiment si temporaire que ça. Donc ça c'est pour les États-Unis. Puis maintenant on va parler un petit peu et rapidement de l'Europe. Et donc là vous voyez ça c'est la situation actuelle en Europe, et ce que je voulais partager avec vous cette semaine, c'était le couple euro-dollar. Alors il est de bon ton de dire que le dollar va s'effondrer, le dollar il vaut plus rien, la banque centrale américaine elle imprime, donc de toute façon tout ça, le dollar il devrait valoir zéro. Oui, mais le dollar il devrait valoir zéro, mais n'oubliez pas mes amis que nous sommes dans un monde de change flottant. Et dans un monde de change flottant, eh bien tout est relatif. C'est pas la théorie de la relativité d'Einstein, mais presque, mais tout est relatif. Et la valeur des monnaies, elle est relative. C'est-à-dire que si vous avez que des mauvaises monnaies, eh ben on va dire que si un mauvais dollar égale un mauvais euro égale un mauvais yen, tout ça, ça peut valoir la même chose. Ce qui va faire que le dollar va valoir plus à un moment donné, c'est pas forcément que le dollar va être meilleur. Ça veut dire que le dollar va peut-être être moins mauvais ou moins pourri que l'euro, que le yen ou que la livre sterling, par exemple. Et puis, on va être plus ou moins pourri ou plus ou moins pourri à différents moments, et donc c'est pour ça qu'on a ces changes qui évoluent un petit peu. Mais la réalité, c'est que vous avez dans toutes les zones monétaires actuelles, que ce soit aux États-Unis pour le dollar, en Angleterre avec la livre sterling, en Europe avec l'euro, au Japon avec le yen, même en Chine avec le yuan, vous avez partout des pays qui impriment de la monnaie pour évidemment faire face à cette crise qui elle-même fait suite, crise sanitaire,
du coronavirus, mais qui elle-même fait suite à tous les quantitative easing qui ont été faits et menés depuis la crise de 2008, que, souvenez-vous, dans le graphique précédent, ils appelaient la Great Recession, donc la grosse récession, la grande récession. Alors, là, vous avez le couple euro-dollar, et je vous ai mis cette flèche rouge pour vous montrer qu'ici, et vous rappeler simplement qu'il n'y a pas si longtemps, il y a à peu près 19 à 20 ans, entre 2000 et 2002, vous aviez l'euro qui valait beaucoup moins que le dollar. Voilà, c'était ici. D'ailleurs, à cette époque-là, il y avait beaucoup moins de chômage en France. Et d'ailleurs, à cette époque-là, nous avions beaucoup plus d'industrie et nous étions beaucoup plus compétitifs. Et ce qu'il s'est passé, c'est que l'euro a beaucoup monté face au dollar. Regardez, en fait, ici, on était à 0,80, hein, pour vous la faire de manière un peu schématisée. On était à 0,80 et on est monté jusqu'à 1,60. C'est-à-dire que vous aviez eu ici un doublement de valeur de l'euro entre 2001 et, on va dire, 2008. Et l'euro a doublé. Et donc évidemment, si notre productivité, nous, en Europe, ne double pas, et en France, la productivité n'avait pas doublé, eh bien, vous vous retrouvez avec des sociétés qui ont de plus en plus de mal à exporter, parce que, tout simplement, la valeur de la monnaie est bien trop élevée. Et ça a été très bon pour l'Allemagne qui exportait et qui fabriquait du très haut de gamme, du très cher, et qui avait un très bon, ce qu'on appelle pricing power, c'est-à-dire la capacité à fixer les prix sur un marché. Et donc évidemment, quand on achète une Audi, eh bien on achète une image de marque, on achète une qualité, on achète plein de choses. Et donc le pricing power, c'est-à-dire la capacité à vendre une Audi très chère ou une Porsche très chère, n'a rien à voir avec la capacité à vendre une Seat très chère ou une Renault très chère ou une Peugeot très chère. Et donc évidemment, l'appréciation de votre monnaie n'a pas du tout le même effet sur un producteur français, espagnol ou italien que sur un producteur allemand. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à la situation que nous connaissons, où l'Allemagne, en réalité, a terriblement gagné avec l'appréciation de l'euro, parce que nous autres pays européens plutôt du Sud avons terriblement perdu. Donc ce que nous avons perdu d'un côté a été gagné par l'Allemagne de l'autre. Et donc, après cette hausse que vous voyez, bon, il s'est passé un certain nombre de choses, peu importe, on va revenir à la deuxième flèche que vous voyez ici et qui concerne plutôt notre immédiat, et je vais pas me lancer dans un cours d'histoire monétaire, mais vous voyez bien que là nous sommes sur une tendance baissière concernant l'euro, et l'euro est en train de baisser par rapport au dollar, et la raison, elle est simple, c'est que le dollar n'a pas de risque d'explosion. Et ça, c'est une différence fondamentale entre le dollar américain et l'euro européen. Le dollar américain est la monnaie unique d'un État souverain, les États-Unis d'Amérique. L'euro est une monnaie commune de différents États qui sont pas forcément d'accord. Et donc, la différence, elle est majeure. Quand vous êtes un énorme investisseur, vous appelez au hasard Warren Buffett, vous préférez détenir des dollars d'un État souverain, les États-Unis d'Amérique, qui accessoirement vont avoir également les plus gros porte-avions, la plus grosse armée et la capacité à aller exporter la démocratie à coups de pied dans le cul à tous ceux qui s'opposent à la démocratie américaine, ou vous voulez détenir des bons, solides et appétissants euros d'une zone économique où il y a plein de désaccords, qui est hétérogène, et où finalement on ne sait pas trop ce qu'on va faire et on ne sait pas trop si on va réussir à se mettre d'accord sur la manière dont on va monétiser les dettes, et donc de savoir qui va payer quoi. Donc aux États-Unis, il y a consensus sur qui va payer quoi comment, alors qu'en Europe, il n'y a absolument aucun consensus sur qui va payer la crise, donc qui va payer quoi et comment. Et donc évidemment, les Allemands n'ont pas envie de payer pour les Grecs qui en ont marre de se faire imposer l'austérité à l'allemande, et c'est le cas pour les Espagnols, pour les Italiens et évidemment pour les Français. Donc ça donne quoi? Eh bien ça donne
tout simplement, et on va le voir sur la diapo suivante, eh bien ça donne la situation actuelle en Europe, un ultimatum de la justice allemande, donc qui fragilise l'action anticrise de la Banque centrale européenne. C'est un article du Figaro, et donc la Cour constitutionnelle de Karlsruhe menace d'exclure la Bundesbank de la politique monétaire. Vous l'avez ici. Alors, ce qu'il faut comprendre là, c'est un petit peu technique. La Cour constitutionnelle allemande, on va dire, c'est comme notre Cour constitutionnelle en France, et donc elle veut protéger le bilan de la Bundesbank, et la Bundesbank, c'est quoi? C'est la banque centrale allemande. La Bundesbank, c'est l'équivalent de la Banque de France en France. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que, en fait, la BCE, la Banque centrale européenne, c'est l'émanation ou la quintessence, si vous voulez, du SEBC. Ça représente la concaténation, l'addition, je cherchais mes mots, ça représentait l'addition de l'ensemble des banques centrales européennes, le SEBC, le système européen des banques centrales. Donc dans le SEBC, vous avez évidemment la Bundesbank, la Banque de France, la Banque d'Italie, la Banque d'Espagne. Vous avez toutes ces banques centrales et qui envoient chacun leur gouverneur, qui siège au board, c'est-à-dire au conseil d'administration de la Banque centrale européenne. Et la Banque centrale européenne, eh bien, est l'émanation de la volonté politique de l'ensemble des banques centrales nationales. Et puis, techniquement, ça veut dire que chaque banque centrale nationale, pour le compte de la Banque centrale européenne, la BCE, va mettre dans son bilan un certain nombre de choses, de rachat d'actifs, c'est les fameux quantitative easing, donc on rachète des actifs, mais ces actifs, en réalité, ils sont pas rachetés par la Banque centrale européenne, ils sont rachetés par chacune des banques centrales nationales, et puis après on fait une consolidation de bilan au niveau de la Banque centrale européenne, et l'ensemble, ça constitue ce que l'on appelle le SEBC, le système européen de banque centrale. Et si jamais demain vous avez la Bundesbank qui n'est plus en mesure de faire sa quote-part et de racheter ce qu'elle doit racheter en termes de quantitative easing pour le compte de la Banque centrale européenne, eh bien c'est évidemment tout le château de cartes de l'euro qui va s'effondrer dans un immense fracas. Puis ça va être extrêmement violent. Ça va être très 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 violent et regardez, ça va être tellement violent que là c'est la Cour européenne. C'est la Cour constitutionnelle allemande, et ça n'a pas fait un pli entre le moment où la Cour constitutionnelle allemande a couiné et le moment où les marchés ont réagi. C'est passé à peu près 1 milliseconde, avec une augmentation des taux d'intérêt. Alors je vais vous montrer, regardez. Alors ça c'est un graphique qui vient de chez Bloomberg, ouais je crois que c'est Bloomberg, et donc ça c'est l'Allemagne. L'Allemagne, son taux à 10 ans est de moins 0,54. Et sur un mois, il a perdu 19 points de base. Et sur un an, moins 49 points de base. Un point de base, c'est 0,01. Et donc, là, vous voyez que sur un mois, on est clairement orienté à la baisse. United Kingdom, donc chez les Anglais, moins 7. On est en baisse également sur un mois. En France, moins 14 sur un mois. Donc on profite de ces inquiétudes. En revanche, en Italie, évidemment, on n'en profite pas, plus 25. Plus 1 en Espagne, plus 2 pour le Portugal, plus 40 pour la Grèce, et évidemment moins 18 pour les Pays-Bas ou moins 20 pour la Suisse. Donc vous voyez bien, là aussi, les monnaies qui inspirent confiance, eh bien, leurs taux sont plutôt orientés à la baisse. Les monnaies qui inspirent moins confiance, Espagne, Italie, Portugal, Grèce, eh bien les taux sont plutôt orientés à la hausse. Vous avez vu, les hausses sont extrêmement minimes pour le moment. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de peur panique, on n'a pas une envolée des taux d'intérêt. Mais en revanche, si les désaccords perdurent, voire même s'aggravent, nous aurons une envolée des taux d'intérêt, nous aurons une divergence des taux d'intérêt, et qu'est-ce qui va se passer? Le dollar va monter, l'euro va continuer à descendre. Et plus les tensions vont monter, plus l'euro va descendre, et plus le dollar va monter, et plus on va tendre vers ce 0,80 que nous avions vu au début des années 2000, et vers lesquels on devrait retourner. On devrait retourner vers une parité d'abord
1 pour 1, et puis après sans doute moins que 1 pour 1, avec un euro qui vaudra évidemment moins cher. Et donc, justement, tout à l'heure je vous parlais de la Cour constitutionnelle allemande, la Cour de Karlsruhe, et là je vais vous parler de la Cour européenne de justice, la CEJ, qui est venue répondre, ce qui est rarissime, en fait, je crois même que c'est la première fois que ça se passe, qui est venue répondre de manière lapidaire à la Cour constitutionnelle allemande, en disant la Cour allemande dit non, mais la Cour européenne dit c'est pas toi qui dis, c'est moi qui dis. Et la Cour de justice européenne a dit qu'elle était la seule compétente pour constater qu'un acte d'une institution de l'Union est contraire aux droits de l'Union. En clair, ce n'est en aucun cas pour la Cour européenne de justice, qui est l'instance judiciaire, juridique, légale, la plus haute juridiction dans toute l'Union européenne, c'est la Cour de justice européenne. Et cette cour européenne de justice, la CEJ, ses décisions sont censées s'imposer en raison des différents traités que tous les pays ont signés et ratifiés, y compris l'Allemagne. Les décisions de la Cour européenne de justice s'imposent à tous les pays qui forment l'Union européenne et qui composent l'Union européenne, donc à l'Allemagne, comme à la France, comme en Italie. Et donc, la Cour européenne de justice vient de dire, dans un communiqué on ne peut plus officiel, que c'est en aucun cas la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe qui va dire si le traité ou si la politique menée par une autre institution européenne, à savoir la Banque centrale européenne, est conforme au droit. C'est à la Cour européenne de justice de trancher. Et donc évidemment, c'est extrêmement différent, parce que la Cour européenne de justice va dire quoi? Elle va dire c'est conforme, ce que fait la Banque centrale européenne est conforme au droit européen, puis les Allemands ils pourront continuer à dire non. Et donc là, en fait, on va en revenir à quelque chose qui est très simple, c'est que dans ce jeu de Jacadi a dit, la réponse définitive sera un acte politique. Et l'Europe est un acte politique. Créer l'Europe, c'est un acte politique, c'est une volonté politique. Défaire l'Europe sera, de la même manière, un acte politique symétriquement inversé, mais ce sera un acte politique, ce sera un choix politique de dire, nous, les Allemands, on estime que la Cour européenne de justice, elle a tort. Si on estime qu'elle a tort et qu'on pousse la logique jusqu'au bout et qu'on ne veut pas appliquer en Allemagne la décision de la Cour européenne de justice, ça veut dire que politiquement, on en tire les conséquences, et en tirer les conséquences, c'était ce que je disais le général de Gaulle, quand on a signé un mauvais traité et qu'on est couillonné, quand on est couillonné, on se lève et on s'en va. Ça veut dire qu'on prend le traité, on le déchire, et on s'en va. Et on quitte l'Union européenne, et ce sera sans doute pas à ce moment-là un autre Brexit, un Frexit ou un Italexit, ce sera un Germanexit, et ce sera les Allemands qui partiront de l'Union européenne, en tout cas de la zone euro telle qu'elle est, et donc forcément de l'Union européenne, pour reprendre leur indépendance et ne pas être comptables des sous et des dépenses des cigales du Sud, à savoir l'Espagne, l'Italie et puis bien entendu également la France. Et donc on pourrait tout à fait se retrouver avec 2 euros, mais enfin bon, tout est possible, mais tel n'est pas le sujet ici. Donc ce sera un acte politique, et vous voyez bien que les tensions sont vives. Donc n'oubliez pas, enfin, que ce n'est pas terminé. Vous allez voir, donc là je vous ai brossé rapidement un tableau de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qui se passe un petit peu en Europe, dans ce qui a été important à retenir cette semaine. Mais n'oubliez pas cette petite histoire de confinement, de reconfinement et le truc en yo-yo dont je vous ai parlé avec ici les capacités disponibles en réanimation pour chacun de nous si nous sommes malades. Et donc ce n'est toujours pas fini, parce que regardez, alors là si vous tapez simplement reconfinement sur Google, vous avez quoi? Vous avez Allemagne, reconfinement dans
un canton, Allemagne vers un reconfinement pour France 24, un pic de contamination oblige un canton allemand fait marche arrière, 2 villes également, Allemagne, Espagne, Corée du Sud, les premiers ratés du déconfinement. Donc en fait, qu'on soit en Allemagne, en Corée, au Japon, le déconfinement est loin d'être un long fleuve tranquille, les risques de reconfinement sont élevés, et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que on ne parle pas en réalité de deuxième vague, on parle de la même vague, c'est la même épidémie. Simplement, cette épidémie, elle a été mise sous cloche, on a mis un couvercle sur la marmite. Ce couvercle sur la marmite, c'était le confinement. Donc à partir du moment où on arrête les échanges, les liens entre toutes les personnes, les transactions, le fait de sortir, de se promener, d'aller au restaurant, d'aller à l'école, de faire bref, tout ce qui fait la vie, à partir du moment où on cesse ça et que tout le monde s'enferme chez soi, il est évident qu'il y a infiniment moins de contamination. Mais on constate sans ambiguïté partout dans le monde que quand on réouvre et qu'on lâche évidemment la pression et le confinement, eh bien, malgré les gestes barrières, malgré les masques, l'épidémie repart. La question est de savoir si on va réussir avec les gestes barrières, avec les masques, à rester sur cette ligne et justement à éviter des grands pics, ou si on n'évitera pas les grands pics et qu'on sera effectivement obligé de reconfiner régulièrement pour ramener le nombre de malades dans les capacités hospitalières de nos différents systèmes de santé. Et donc, c'est tout ça qui va nous amener justement aujourd'hui à parler un petit peu de la stratégie de Warren Buffett. Et ça, c'est très important parce que Warren Buffett, il a quelque chose de très intéressant à nous dire. Alors souvenez-vous, la semaine dernière, je vous avais parlé perte nette de 50 milliards de dollars pour la holding de Warren Buffett, et puis je vous avais dit que j'avais pas, plus si je vous l'avais dit, mais que j'avais pas eu le temps de trop regarder tout ça. Je vous donnais juste l'info, mais qu'il fallait que j'aille chercher un petit peu. 50 milliards de dollars, c'est une perte de 7% du capital de Warren Buffett seulement. Il a, de mémoire, 720 ou 760, je sais plus, milliards de dollars, on va voir ça après. Et Warren Buffett, il n'aime pas le cash. Et ça, je voulais vous le dire, il n'aime pas le cash. The one thing I will tell you is the worst investment you can have is cash. En clair, la seule chose que je vous dirais, c'est que le pire des investissements que vous puissiez faire, c'est de l'argent liquide. Et pourquoi? Parce que tout le monde parle du fait que l'argent liquide est roi, cash is king in English, mes amis. Et pourtant, l'argent liquide va devenir sans valeur avec le temps, mais les bonnes entreprises vont prendre de la valeur avec le temps. Ça, c'est une citation de Warren Buffett. Et il a raison, Warren Buffett, en soi. Il a entièrement raison. On imprime énormément de monnaie. Donc, comme on imprime énormément de monnaie, logiquement, la valeur de la monnaie baisse. Et si vous prenez la valeur des dollars par rapport, il y a depuis, allez, on va dire la fin des accords de Bretton Woods, donc on parle des années 70, entre les années 70, $1 des années 70 avec $1 d'aujourd'hui, vous avez à peu près 90% de perte de valeur. C'est la même chose avec un euro et un franc, enfin si on prenait franc, euro, qu'on faisait la conversion, etc., et qu'on arrivait jusqu'à maintenant, ça vous donnerait à peu près le même ordre de grandeur avec 90% de perte de la valeur. C'est le franc suisse qui perd le moins de valeur avec, me semble-t-il, de mémoire, 70%, je crois que j'en avais parlé dans une vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le même temps, vous avez des entreprises qui, elles, voient leur valeur en bourse bien plus s'apprécier que la perte de la valeur de la monnaie. Donc il a raison, Warren Buffett. Sur le long terme, la monnaie se déprécie et la valeur d'une entreprise s'apprécie. C'est extrêmement logique, ne serait-ce que parce que l'entreprise, elle va vendre de plus en plus cher ses produits et donc elle va être capable d'amortir, de compenser justement la perte de valeur de cette monnaie. Vous, c'est ce que vous appelez, c'est ce qu'on appelle tous l'inflation. On trouve que c'est de plus en plus cher. Et ben non, en fait, c'est pas de plus en plus cher. C'est qu'il faut de plus en plus de la même monnaie pour acheter la même chose. Donc soit on dit que c'est de plus en plus cher, soit on dit, c'est l'autre manière de voir l'inflation, soit on dit qu'en réalité c'est la monnaie qui perd de la valeur. Donc on est là-dessus, et pourtant malgré ça, Warren Buffett, lui, qui n'aime pas le cash, eh bien, figurez-vous qu'il a 149 milliards d'euros de cash pour son fonds, le Berkshire Hathaway. Alors,
là ici c'est son bilan, donc son bilan c'est pas 720, c'est 760 milliards de dollars. L'année dernière c'était 817, et donc la différence entre le 31, la position au 31 décembre et la position au 31 mars, eh bien c'est les 50 milliards en gros de dollars qu'il a perdu, et donc 50 milliards sur 760, ben vous voyez ça fait à peu près 7%, largement moins de 8% du montant total de son portefeuille par rapport à des marchés qui, eux, ont perdu beaucoup plus en réalité. Donc finalement, la performance, ça peut faire peur, hein, les 50 milliards qu'a perdu le fonds de Warren Buffett, mais pourtant, c'est pas grand-chose par rapport à la baisse des marchés. Et donc, vous voyez ici le cash equivalents, 38 milliards, mais également les short-term investment in US Treasury Bills, qui sont des bons du trésor américain pour 94 milliards, et puis j'ai mis l'investment in fixed maturity securities, vous pouvez également additionner donc ces trois lignes-là, qui sont du cash ou de l'équivalent cash, et vous arrivez à 149 milliards de dollars, pardon, c'est pas des euros, excusez-moi, on parle ici en dollars, c'est une erreur de ma part, c'est bien 149 milliards de dollars, on parle en dollars. Et souvenez-vous, la pyramide Dexter pour la stratégie de Warren Buffett, il a pas d'or, Warren Buffett, il déteste l'or, il n'aime que les actions, mais regardez, il a des bons du trésor et du cash. Donc il a ces deux lignes-là, il est au plus bas si on fait abstraction de l'or, Warren Buffett est au plus bas de la pyramide Dexter, il a ce qu'on appelle du cash ou du quasi-cash, c'est-à-dire soit du cash, des espèces sur son compte en banque, soit évidemment des bons du trésor. Les espèces, si je fais précédent, normalement ouais, j'y reviens bien, les espèces c'est le cash ici, 38 milliards, et les bons du trésor, c'est 94 milliards et les 17 milliards que vous avez ici, et qui sont des bons du trésor globalement, des bons du trésor US, ce sont les actifs les plus liquides. Et donc, Warren Buffett, il a également écrit une très longue lettre à ses actionnaires, et il dit quoi? Il dit que l'économie américaine, elle est super, qu'il n'y a pas plus solide que l'économie américaine, qu'il n'y a pas plus résilient que l'économie américaine. Lui, il dit, moi, en gros, je suis un vieux monsieur, j'ai 90 ans, je suis né en 1930, donc globalement, il est né l'année d'après le krach de 29, et il a vécu la grande récession, il a vécu la deuxième guerre mondiale, il a vécu la guerre de Corée, il a vécu la guerre du Vietnam, il a vécu la guerre froide, il a vécu quoi? Il a vécu les attentats du 11 septembre, il a vécu la guerre du Vietnam, il a vécu la fin des accords de Bretton Woods, la fin du dollar arrimé à l'or, il a vécu l'arrivée du pétrodollar, il a vécu l'arrivée des changes flottants, il a vécu la fin des Glass-Steagall Act, c'est-à-dire de la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires, il a vécu la bulle Internet, il a vécu la crise des pays asiatiques dans les années 90, il a vécu quoi d'autre? Il a vécu évidemment, je crois que je vous l'ai dit, excusez-moi, il a vécu la bulle Internet, les attentats du 11 septembre, il a vécu la crise des subprimes de 2007-2008, il a vécu des chocs pétroliers, que ce soit dans les années 70, il a vécu l'inflation des années 80, il a vécu tout ça, Warren Buffett. Et il a piloté le Berkshire Hathaway dans cette histoire-là. Et donc lui, il vous dit, il n'y a pas plus résilient que l'économie américaine. Est-ce que l'histoire lui donne tort pour le moment? La réponse est non. L'histoire lui donne raison. Donc Warren Buffett, il est positif à long terme pour l'économie américaine, mais il attire dans cette longue lettre à ses actionnaires, l'attention sur le fait que les profits futurs seront plus faibles. Voilà, donc à la fois positif, mais à la fois il introduit évidemment une nuance en disant que les profits futurs seront moins importants. C'est pour tous mes petits abonnés chéris à ma lettre stratégie, et bien évidemment c'est du coup je vous fais un petit flash stratégie sur la stratégie Warren Buffett. Je vous fais évidemment dedans
toute la traduction sur de la lettre de Warren Buffett à ses actionnaires. Je vous explique la stratégie de Buffett autour du cash, pourquoi il a du cash, comment il a du cash, parce que ça veut évidemment dire qu'il va attendre et combien de temps il va attendre, qu'est-ce qu'il va attendre, quand est-ce qu'il va rentrer sur les marchés, comment et pourquoi. En réalité, Warren Buffett donne un signal à tous les investisseurs de valeur. Je ne vous parle pas des spéculateurs, je vous parle des investisseurs sur la valeur, ceux qui sont sur les fondamentaux économiques. Warren Buffett, il vous donne un indicateur d'attente très fort. Il vous dit, aujourd'hui, il faut être attentiste. C'est ça qu'il dit Warren Buffett. Donc à tous ceux qui se demandent, ça je suis bien content de le dire à tous, mais tous ceux qui se disent, est-ce que je dois rentrer sur les marchés aujourd'hui? Warren Buffett, il répond, c'est pour ça que c'est très important d'étudier la stratégie de Warren Buffett et que je le fais pour tous mes abonnés à la stratégie. C'est le moment de le faire. Il y a beaucoup de questions. Est-ce que je dois rentrer sur les marchés maintenant? Est-ce que je dois acheter des actions maintenant? Moi, j'en sais rien. Moi, Charles, est-ce que je sais s'il faut acheter des actions maintenant ou pas? Je dirais, mon avis est certainement beaucoup moins pertinent, beaucoup moins sage et beaucoup moins lumineux comme Warren Buffett, surnommé l'oracle d'Omaha, qui a réussi à constituer un fonds, excusez-moi les amis, qui fait juste 760 milliards de dollars. 760 milliards de dollars qui vient de perdre 7% avec une perte de 50 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu des chiffres. Donc, moi, est-ce que je dois avoir un avis là-dedans? J'en sais rien. Donc moi, comment je me forme mon avis? Comment je forme les stratégies? Comment? Eh bien, tout simplement, je regarde ce que certains font. C'est ce qu'on appelle la smart money, la monnaie intelligente, les smart investors, les investisseurs intelligents, ceux qui sont sur la valeur. Je vous parle pas des spéculateurs, ceux qui sont sur de l'investissement long terme. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Comment ils agissent aujourd'hui? Eh bien, l'une des personnes dont il faut surveiller évidemment les actes et les stratégies, c'est Warren Buffett. Et Warren Buffett aujourd'hui, il envoie l'un des signaux les plus attentistes qui soit sur ce marché, puisque lui qui en plus déteste le cash, aujourd'hui, il a une réserve de cash qui est considérable. Cette réserve de cash, il faut d'ailleurs la comparer aux investissements actuellement qu'il détient en actions. Et bon, tout ça, je vous le détaille dans le flash stratégie. Mais vous allez voir que ce qu'il détient en actions, c'est pas grand-chose finalement par rapport à ce qu'il détient ce qu'il détient en cash. Donc, quand rentrer sur les marchés, évidemment, que faire de votre cash en attendant? Obligations d'État et fonds en euros, puisque l'équivalent de ce que détient Warren Buffett, ça serait des obligations d'État, et l'une des manières simples de détenir des obligations d'État pour un épargnant classique qui peut pas acheter exactement la même chose que Warren Buffett, c'est évidemment d'aller acheter des fonds en euros dans un contrat d'assurance vie, par exemple. Et puis évidemment, comment on peut acheter le Berkshire Hathaway, comment on peut reproduire les performances de Warren Buffett, puisque une action du Berkshire Hathaway, ça vaut 260 000 $, les amis. 260 000 $. Donc, pour rentrer dans le Berkshire Hathaway, excusez-moi, je m'emmêle les pédales, il faut 260 000 $, donc c'est évidemment pas à la portée de toutes les bourses, et il y a des outils qui vous permettent de reproduire la performance du Berkshire Hathaway. Voilà, donc ceux qui veulent, tous les abonnés à la stratégie, elle est évidemment dans votre espace lecteur. Pour ceux qui veulent s'y abonner, qui veulent aller plus loin, vous avez ici le site https://insolentia.com/boutique, lettre stratégie. Normalement, vous allez avoir dans le coin là ou dans le coin là un petit i qui vous permet d'accéder directement à la bonne page. N'hésitez pas à me mettre évidemment les pouces bleus, mes petits doigts de schtroumpf, à vous abonner gratuitement à la lettre d'information quotidienne. Pour la lettre stratégie, c'est évidemment un abonnement payant qu'il faut souscrire en plus. Pour ceux qui veulent aller plus loin, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, vous me dites également en bas dans les commentaires si cette nouvelle formule du JT vous convient mieux que la précédente ou pas. Alors j'espère que ce sera, en tout cas, quelle que soit votre décision, j'espère qu'il y aura un consensus très large qui se dégagera soit sur la nouvelle formule, soit sur la formule ancienne, et qu'au moins ce sera pas unanime, parce que c'est toujours difficile d'avoir l'unanimité, mais que les avis seront tranchés, que vous me direz, ah bah oui, c'est mieux, c'est vachement mieux comme ça, ou non, c'était mieux avant.
c'est à vous de juger, c'est à vous de me dire. Dans les commentaires, en bas, je les lirai évidemment avec une encore plus grande attention que d'habitude pour savoir ce que vous en pensez. Que vous dire d'autre? Bonne semaine les amis, prenez bien soin de vous, soyez prudents lors du déconfinement. Mon petit doigt me dit que ça va pas durer très longtemps et que ça va être quelque chose de compliqué, que nous allons avoir notre deuxième jambe de baisse. Tous ceux qui veulent acheter des actions, prenez votre temps, restez prudents, diversifiez vos patrimoines. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous, soyez prudents et pas trop de folie pour la libération. De toute façon, je crois que notre camarade commissaire politique en chef Castaner va nous empêcher de faire trop de fêtes. Voilà, bon allez, sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt, je vous dis à la semaine prochaine. Salut les amis, prenez bien soin de vous, soyez prudents. Au revoir.